Citizenship and Responsibility. Europa debattiert. Euradionant al Parlamento Europeo. Responsible Citizens. Europe, the debate. Citoyen et responsable. Face à la rédaction. Di fronte alla redazione. Središtu redakcijata. La commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d'argent est en place depuis mars 2012 au Parlement européen. Sa mission est à la fois d'évaluer la situation et de proposer des mesures pour l'améliorer. Son mandat est d'1 an, mais déjà, des démarches sont engagées pour le prolonger de 6 mois. Pour bien comprendre le travail de cette commission spéciale, j'ai le plaisir de recevoir Maria Gabriel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée du groupe PPE, membre de cette commission CRIM. Maria Gabriel, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Nantes. Pour bien comprendre le sujet, quel est le champ d'investigation de la commission CRIM ? Le champ d'investigation de la commission CRIM est assez vaste, il faut le dire dès le début. C'est une commission qui a un mandat d'évaluation, un mandat d'information, un mandat de proposition. D'où aussi ce champ d'application très très vaste. Il englobe non seulement ce qui se passe dans les États membres de l'Union européenne, mais la Commission tente aussi de comprendre quelle est l'étendue de ces phénomènes qui, comme nous le savons aussi bien, ne connaissent pas de frontières. Donc, pour ce qui est des travaux très concrets, évidemment, en premier lieu, on s'attaque aux réalités dans les États membres de l'Union européenne, mais puisqu'il s'agit de phénomènes transfrontaliers, nous essayons également d'avoir des informations qui sortent en dehors du continent européen. Pourquoi a-t-elle été créée j'aimerais dire, qu'en mars 2012, puisque le problème existe depuis bien longtemps. Quelle est la raison d'une création si tardive au Parlement européen ? Je ne dirais pas que la création a été tardive. Il faut bien comprendre quel est le mandat de cette commission et quelles sont les compétences dont dispose le Parlement européen dans ce domaine. Pour tout ce qui concerne les propositions de directives, évidemment, c'est la Commission européenne qui reste détenteur du monopole législatif, mais nous avons également les États membres qui gardent une grande partie de la souveraineté quant à l'application et à mesures à prendre sur le plan interne, le plan national, dans ces domaines aussi sensibles. C'est pourquoi pour le Parlement européen, ce n'est pas tardif son intervention, c'est le traité de Lisbonne qui nous permet d'intervenir dans des champs qui concernent justement ces politiques pour la plupart internes, et ce qui fait que la Commission a été créée maintenant. Qui plus est, de plus en plus, nous avons des analyses qui montrent clairement qu'il s'agit d'un problème européen, il s'agit également d'un manque de données valable pour tous les pays, d'où l'investissement du Parlement européen sur ce sujet. Et par la création de cette commission, je crois que le message principal est celui-ci. Les problèmes liés à la corruption, à la criminalité organisée, au blanchiment d'argent, ce n'est pas des problèmes à un seul État membre, mais c'est un problème européen. Et tant qu'on n'a pas une politique européenne commune, les interventions vont être très très limitées. Comment travaille très concrètement la commission CRIM au sein du Parlement européen? Vous avez des délégations qui vous vous rendez dans des pays, vous travaillez en commission. Comment ça se passe très concrètement? Il y a deux axes principaux de notre travail. Le premier, c'est les auditions que nous organisons à Bruxelles. C'est l'occasion d'inviter les professionnels, de ceux qui connaissent les bonnes pratiques dans la lutte contre la corruption, la criminalité organisée et le blanchiment d'argent, de pouvoir s'exprimer devant nous, de pouvoir échanger avec eux sur les bonnes pratiques qui existent dans le domaine, mais aussi d'identifier les lacunes et les difficultés. Et d'autre part, la Commission se rend dans des pays de l'Union européenne ou en dehors, comme aussi c'est prévu pour l'année prochaine, pour essayer de voir sur place, sur le terrain, quelles sont les réalités, comment les acteurs censés intervenir interviennent réellement et qu'est-ce qui remonte à la surface pour identifier au niveau européen qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus. Vous étiez du voyage en Italie à la fin du mois d'octobre? Je n'ai pas pu participer au voyage en Italie parce que j'ai dû me rendre à une autre mission, mais à chaque fois les collègues qui se rendent dans ces pays, lors de leur rentrée à Bruxelles, nous avons une réunion pendant laquelle est expliqué tout ce qui s'est passé dans ce pays. Ce déplacement en Italie notamment, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Qu'est-ce que finalement vous avez pu apprendre d'un tel déplacement?
Ce qui est important pour nous, c'est de ne pas se focaliser sur un seul pays. Un pays, pour nous, est important dans la mesure où il nous permet d'identifier des problèmes communs européens. Dans le cas de la délégation en Italie, ce qui était très important, c'est de voir à quel point les professionnels dans le domaine de la justice sont importants, notamment tout ce qui est l'intervention du procureur de la République, des magistrats qui sont dans les régions pour qu'eux, ils puissent coopérer plus étroitement ensemble. Voilà ce qui en est ressorti par exemple de cette délégation en Italie, la nécessité d'une meilleure coordination et d'une coopération plus étroite entre les autorités qui interviennent en amont mais aussi en aval du phénomène. Est-ce qu'il y a des pays au sein de l'Union européenne où la corruption, le crime organisé est plus fort que dans d'autres pays de l'Union européenne? Est-ce qu'il y a un classement, parlons du diagnostic, enfin de l'état des lieux de la criminalité en Europe? Vous savez, il existe des documents dans lesquels on peut identifier des pays qui, soi-disant, sont plus touchés par ces phénomènes. La Bulgarie, la Bulgarie, la Roumanie, l'Italie. Le problème, c'est que lorsqu'on approfondit la problématique, on se rend compte que d'autres pays ne fournissent pas du tout de données. Donc il y a des pays qui fournissent des données et qui s'exposent plus facilement, mais aussi il y a des pays pour lesquels il manque cruellement des données. Et une fois sur place, on se rend compte que la réalité n'est pas telle qu'elle est souvent présentée. Alors la criminalité en Europe est plus ou moins bien organisée finalement, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je ne dirais pas ça. La criminalité organisée est organisée dans le sens où elle s'adapte très rapidement. Les formes de criminalité organisée évoluent. Ce qui ressortira aussi dans l'un de nos rapports, c'est que justement les formes qu'elle prend sont parfois des formes très légitimes. Ce sont les premiers, justement en se basant sur la connaissance des différents systèmes institutionnels dans les États membres, en se basant sur les vastes réseaux qu'ils ont pu nouer, s'adaptent très facilement. C'est comme ça qu'on retrouve la criminalité organisée dans des domaines très légal, si je pourrais dire, les jeux comme de le hasard. Bâtiment, même la pharmacie. Donc on peut réellement s'interroger beaucoup plus sur la manière dont ils prennent forme que sur la manière dont ils agissent. Parce que c'est très facile d'identifier la manière dont ils agissent. En revanche, c'est beaucoup plus difficile d'identifier comment une forme varie d'un État à un autre. D'où l'importance de cette coopération entre les États membres, de l'échange d'informations régulier, d'actualisation des données pour qu'on puisse réellement nous aussi suivre à temps utile ce qui se passe. A-t-on une meilleure idée de ce que ça représente, la criminalité organisée, la corruption, le blanchiment d'argent au sein de l'Union européenne? Avez-vous des données chiffrées? Justement, voilà l'une des difficultés, l'une des premières difficultés à laquelle on se heurte, c'est le manque de données chiffrées. On a des doutes, on a aussi quelques chiffres officiels, comme par exemple le fait que tout ce que l'Union européenne perd à cause de la corruption avoisine à peu près 1% du produit brut de l'Union, et quand on sait quel est le budget de l'Union, on peut réellement aussi mesurer la gravité du problème. En revanche, nous ne disposons pas de données chiffrées. C'était aussi l'une de nos premières surprises en tant que députés lorsque les autorités compétentes sont venues nous en parler, qu'ils n'étaient pas capables de nous donner des chiffres. Ces autorités compétentes, c'est Europol, nous avons Eurojust. Europol, Eurojust, nous avons également les différentes unités de task force qui sont organisées entre les différentes institutions. Et pour l'instant, nous ne disposons pas de données chiffrées. Euradio Nantes al Parlamento Europeo. You're listening to EU Radio Nantes 101.3 FM. Notre invitée, Maria Gabriel, eurodéputée PPE, membre de la commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d'argent. Au sein de l'Union européenne, plusieurs organismes existent pour lutter contre la criminalité organisée. Chacun a sa spécificité. Europol est censé favoriser les échanges d'informations entre les États membres. Le COSI coordonne les actions opérationnelles entre les États dans le domaine de la sécurité intérieure. Eurojust, de son côté, coordonne les enquêtes et les poursuites en cas de criminalité grave. J'arrête la liste puisqu'elle est encore un peu longue. Maria Gabriel, avez-vous pu vérifier l'efficacité de tous ces organismes? Ce que nous avons pu vérifier et constater, c'est que chaque organisme est efficace en soi-même. C'est impressionnant de voir tout ce qu'une unité, une institution fait en tant que
acteur seul. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contact permanent, de dialogue permanent, d'échange de données permanent entre toutes ces unités. Donc ce qui nous manque, c'est réellement une dynamique commune, d'avoir un mécanisme commun d'agir dans ce Alors domaine. on revient à l'union politique finalement. Évidemment, et c'est ça qui est très positif et très encourageant, c'est qu'on se rend de plus en plus compte, et grâce aux travaux de la commission crime, on aura à mon avis une idée beaucoup plus claire qu'une politique commune au niveau européen pour combattre la corruption, la criminalité organisée, le blanchiment d'argent est plus que nécessaire pour donner plus de chances aux États membres de combattre effectivement ces phénomènes. Parce que dans le contexte actuel, on connaît très bien la mondialisation, plus aucun État ne peut vaincre seul ces problèmes. Et ça, c'est aussi l'une de nos principales conclusions. Est-ce que vous avez pu tout de même voir certains dysfonctionnements au sein d'Europol, d'Eurojust, du COSI, pour ne citer que? Est-ce que ça fait partie de votre mission d'identifier, d'être finalement une sorte d'audit de ces instances? Audit, je ne dirais pas. Notre mission est beaucoup plus une mission d'information, une mission d'investigation, mais dans le sens très positif de pouvoir identifier des lacunes, des difficultés, de pouvoir les porter à l'agenda et ainsi soutenir la Commission européenne au cas où elle déciderait de se mettre une proposition de directive, par exemple, dans ce domaine. C'est très difficile de dire qu'il y ait des lacunes au sein des institutions et ce sont des institutions qui ont déjà prouvé leur efficacité. C'est des institutions qui ont des projets très concrets et des résultats concrets dans la lutte contre ces phénomènes graves. Ce qui, en revanche, nous impressionne, c'est effectivement d'avoir un mécanisme très clair quant à leur travail, à la manière dont leur travail est organisé, d'avoir aussi des moyens financiers suffisants, d'avoir aussi du personnel qui est qualifié. Voilà un exemple que nous avons pu identifier, par exemple lors de la mise en place d'opérations communes entre les différents États membres. Peu de personnes se rendent compte quelle est la difficulté quant au personnel qui doit parler plusieurs langues européennes, qui doit aussi maîtriser le droit communautaire et ce n'est pas une tâche qui est si évidente. Et pour ça, il faut des moyens, il faut des formations qui permettraient d'avoir des équipes opérationnelles. C'est un des points qui peut être amélioré demain. Exact. C'est aussi j'imagine que ça serait une de nos propositions. En tout cas, je la retiens et ça m'a beaucoup marqué les interventions que nous avons déjà eues pour pouvoir proposer à la Commission européenne de prendre des mesures dans ce domaine. Quelles sont les autres mesures pour lutter contre la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d'argent que, au cours de votre mission parlementaire ici au Parlement, au sein de cette commission crime, vous avez pu identifier? On se heurte principalement aussi à l'envie de chaque État membre de garder le contrôle dans ce domaine. Évidemment, on peut comprendre chaque État à sa trajectoire, à son système judiciaire, à l'indépendance de son système judiciaire aussi. Mais on remarque que c'est très très difficile, sans avoir une volonté commune de la part des États membres, d'imposer de haut en bas un mécanisme qui finalement dépendra de la bonne volonté de ces États membres de le mettre en place. Ce que nous avons pu remarquer, c'est qu'aussi la plupart des lois, des propositions législatives qui pourraient être encore prises en place, en fait, elles existent dans les directives que nous connaissons déjà. Ce qui manque, c'est d'avoir une directive qui permettrait d'intégrer les textes de plusieurs, mais surtout qu'elle soit appliquée. Et là c'est vraiment la volonté politique des États membres qui ressort en premier comme nécessité pour qu'elle applique ces directives qui existent déjà. Un exemple sur des applications qui ne sont pas encore effectives dans certains États? Nous avons par exemple la directive qui concerne le trafic des êtres humains. C'est un des phénomènes très graves de la criminalité organisée parce qu'on mesure même que la somme qui est dépensée dans ce domaine est supérieure au trafic de drogue et très peu de gens le savent. Le problème, c'est que nous avons encore des États qui n'ont pas ratifié les conventions, les directives qui existent au niveau européen. Ceci dit, nous avons encore un peu de temps, jusqu'à avril 2013, mais n'empêche qu'il reste encore 6 États qui n'ont pas ratifié. Est-ce que vous les avez en tête, ces États qui n'ont pas encore ratifié? Ce n'est pas un document qui est public puisque la procédure est encore en cours, mais on doit encore attendre
qu'ils puissent respecter le délai. Oui, dans ces Et 6 ceci pays, dit, si est-ce qu'il y a des grands je ne pays? me permets pas aussi de citer des pays, c'est que je ne fais pas partie de ceux qui défendent l'approche name and shame. Je pense que c'est très facile de pointer du doigt un État et de dire voilà, celui-là, il n'a pas fait ça. Alors sans pointer du doigt, c'est très difficile parce que je pense que tant qu'on aura plus une conscience de notre responsabilité commune, sans pointer du doigt des États, on a plus de chances d'avancer. Sans pointer du doigt, quels sont finalement, selon vous, les freins pour que ces 6 pays ne ratifient pas encore ces directives européennes? Il y aura plusieurs facteurs d'explication. D'une part, il faut prendre la nature différente des différents systèmes des États membres. D'un État centralisé à un État décentralisé ou un État fédéral comme l'Allemagne, ce n'est pas la même chose. Deuxième chose, il faudrait prendre en compte le temps, la procédure que cela prend en passant par la ratification au sein des assemblées nationales. Troisième chose, lorsqu'une directive doit être appliquée, évidemment chaque État membre a la responsabilité de veiller à ce qu'elle soit cohérente avec le reste de la législation nationale. Et cela prend du temps. Avril 2013, c'est demain. Est-ce que des sanctions sont prévues en cas de non-application, non-intégration de la directive européenne, des directives européennes dans la législation nationale? L'Union européenne n'a pas de pouvoir de sanction. Ça, c'est aussi l'un des questionnements qui ressortent au sein de la commission crime. C'est le bon vouloir des États. Le seul pouvoir de sanction, c'est que la Commission européenne le rappelle à l'État membre. Elle pourrait le mentionner dans ses différents systèmes de monitoring qu'elle effectue en rendant compte quel État avance comment avec l'harmonisation de la législation européenne, mais cela s'arrête là. Le budget de ces organismes, Europol, Eurojust, le COSI, il est abondé par les États eux-mêmes. Les 27 participent au budget. C'est calculé comment? C'est obligatoire? Je ne pense pas que c'est obligatoire. Tout État qui souhaite bénéficier de l'expérience et du réseau de ces institutions en fait partie. Donc, en revanche, ce sont des institutions qui sont créées par l'Union européenne. Ils ont un statut d'institution, d'agence européenne officielle, d'où aussi le budget européen qui y est consacré. Ce ne sont pas essentiellement des États membres qui alimentent, parce que vous imaginez très rapidement qu'il va y avoir un État qui finance plus qu'un autre, et ça apporterait à moi des tensions dont on n'a pas besoin en ce moment. C'est le budget européen qui, principalement, fait fonctionner ces institutions et ces agences. Et donc les pays peuvent ne pas adhérer finalement à Eurojust, Europol, enfin ne pas avoir besoin des services d'Europol et d'Eurojust au sein de l'Union européenne? Chaque État membre est concerné par les agences. Il peut ne pas souhaiter d'y être, sauf que cette agence, dans son mandat qui est confié par la Commission européenne, a le pouvoir d'agir dans ce pays. D'où l'intérêt pour les États membres de coopérer étroitement avec ces institutions pour pouvoir fournir des informations qui soient actualisées, qui soient adéquates par rapport à la réalité du pays, et d'où aussi la nécessité d'avoir une coopération qui permettrait d'identifier des bonnes pratiques qui seraient réellement adaptées au contexte des différents États membres. Sans avoir ces informations directement de la part des États membres, c'est très difficile pour ces institutions de proposer des solutions, parce que ce que nous nous sommes rendus compte, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas une solution qui marcherait de la même façon à Malte et en Grande-Bretagne. Il faut prendre en compte les réalités des contextes des différents États membres. En revanche, les grandes lignes, les lignes directrices, l'objectif, les moyens doivent être communs, c'est-à-dire européens. La chasse gardée des États sur ces questions de sécurité, de crime organisé, comment, selon vous, faire sauter le verrou? Comment régler le problème finalement? Le problème, je ne sais pas s'il pourra être réglé d'un seul coup. C'est pour ça que je pense que la bonne stratégie, c'est justement de proposer quel est l'avantage d'avoir une proposition commune, de mettre en avant ce qui manque et comment sera peut-être être comblé, d'identifier les bonnes pratiques, et à ce moment, on arrive à une prise de conscience de la part de tous que c'est une nécessité. Et c'est exactement ce que fait la commission crime. Elle prend le processus dès son début. Avoir des informations, voilà le problème. Nous n'avons pas de définition de la criminalité organisée, par exemple. Nous n'avons pas de données. Nous n'avons pas une base de données avec les bonnes pratiques. Nous n'avons pas une idée claire des moyens. Nous n'avons pas de données chiffrées. En revanche, pour que cela puisse
avancer. Voilà notre proposition de définition, voilà notre proposition de bonne pratique que nous avons pu identifier grâce à l'audition avec les différents experts de tous les États membres. Et à ce moment-là, la balle est effectivement dans les mains de la Commission européenne et des États membres pour que les choses puissent avancer. Les travaux, les prochains travaux de la Commission spéciale crime, quels sont-ils? Comme vous avez pu le constater dans le titre, il y a la corruption, la criminalité organisée, le blanchiment d'argent. Donc notre travail est concentré sur ces trois axes. Il y aura un rapport sur les deux grands sujets, la corruption et la criminalité organisée. Et la prochaine session, elle sera consacrée plus particulièrement au phénomène de la corruption avec ses différents aspects. Par exemple, moi-même, je serai l'auteur d'un papier thématique qui sera consacré à la corruption dans les marchés publics. Donc vous travaillez dessus en ce moment. Quel est l'état d'avancement de ce papier? Le texte est déjà fini, mais je ne me permettrai pas de dire plus tant que le papier n'est pas officiellement présenté. Je crois que je dois ce respect à mes collègues. Je voudrais juste dire que comme moi je parlerai de la corruption dans les marchés publics, autant il y aura des papiers thématiques qui aborderont la question de la corruption dans les fonds structurels européens, par exemple, qui nous permettra d'avoir un regard plus large sur ce phénomène sous une appellation générale qu'est la corruption. Vous pouvez tout de même nous donner la température dans mon papier, il va dans ce que nous avons dans l'esprit, et il suit un peu la logique de ce que nous avons déjà vu en commission crime, c'est-à-dire on part d'un constat, quel est l'état de la situation. Il est grave ou pas? Très rapidement au manque de définition. Il s'agit de phénomènes pour lesquels nous n'avons même pas une définition commune. En fonction des différents États membres, la corruption, la criminalité organisée n'est pas définie de la même façon. Donc vous imaginez que très facilement, en fonction de cette définition, dans un État membre, il y aura peut-être certains aspects qui seront exclus et donc l'impunité pour ceux qui le font. Deuxième chose, on se heurte très rapidement aussi à la nécessité d'avoir un texte qui réunit en soi ce qui existe pour le clarifier, pour le simplifier. Et à partir de là, effectivement, on passe en troisième étape qui est de pouvoir avoir des données, de pouvoir mieux coopérer, d'avoir un mécanisme de coordination qui nous permettrait d'englober les différents niveaux, au niveau national, au niveau européen. Et ce qui est très important dans ces thématiques liées aux travaux de la Commission crime, c'est l'aspect externe. C'est très important dans nos relations avec les pays tiers parce que ni la corruption, ni la criminalité organisée, ni le blanchiment d'argent sont des phénomènes seulement à l'intérieur de l'Union européenne. Même si vous n'avez pas encore cette définition de la corruption dans le domaine, dans le secteur public, est-ce que la situation est grave? Est-ce que vous pouvez tout de même nous dire si c'est plus ou moins grave? La situation n'est pas grave dans la mesure où on peut déjà voir des exemples d'États qui ont mis en place des mécanismes de contrôle, de surveillance, de monitoring qui permettent de détecter très rapidement les cas de détournement, le cas d'essayer de recourir à la corruption. Qui plus est, dans le domaine de la corruption, on ne pourrait que saluer la Commission européenne dans déjà ce qu'elle a fait en termes d'avancement. Il y a des directives qui permettent très facilement d'avoir la transparence dès le début, par exemple pour ce qui est des offres dès leur apparition, dès leur publication, d'avoir une identité, une information très claire sur quelles sont les personnes qui sont dans le processus, d'avoir un monitoring sur à quelle étape de la procédure dans les différents États membres on peut identifier des problèmes. Donc moi, dans ce domaine, je ne dirais pas que la situation est grave. La situation est telle que certains problèmes qui existent peuvent être résolus avec une politique commune. Et la corruption dans le domaine public, ça peut être aussi un acte involontaire? C'est-à-dire que finalement, on ne savait pas qu'on était corrompu. Je ne suis pas sûre de comprendre bien la question parce que ça me semble quand même pour des personnes qui s'agit du domaine public, ce sont des acteurs qui ont une expérience, qui savent dans quoi elles s'engagent. Des fautes involontaires, je ne suis pas sûre que ça existe dans le domaine de la corruption. Est-ce que cette commission crime sera prolongée de 6 mois comme le processus ici au Parlement européen le permet? Si son mandat est prolongé, il faudrait tout de suite préciser que ça sera une prolongation unique. De 6 mois? De 6 mois. Et ces 6 mois
nous permettront effectivement d'approfondir encore plus ce que nous avons déjà eu comme information et ainsi rendre 3 rapports qui soient réellement consistants avec des mesures concrètes. En revanche, il faudrait bien le dire que cette prolongation ne peut se faire qu'une seule fois. Nous sommes tous conscients qu'il y a des élections européennes qui arrivent en 2014. Nous sommes tous conscients que c'est une commission qui peut être très facilement instrumentalisée pour des fins politiques. Il faut que nous, en tant que parlementaires, on envoie un message très clair. Le Parlement européen est capable de réfléchir sur ces sujets de manière neutre, objective. Notre principal objectif, c'est effectivement d'évaluer les situations afin de soumettre des propositions concrètes à la Commission européenne pour qu'une politique commune soit mise en place, mais cela s'arrête là. Nous ne sommes pas là pour se substituer à des institutions qui existent déjà. Maria Gabriel, merci. Je rappelle que vous êtes eurodéputée PPE, membre de la commission spéciale sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment d'argent. Merci. Merci beaucoup. Citoyen et responsable. Euradio Nantes vous a présenté Citoyen et responsable, l'émission débat depuis le Parlement européen. Vous pouvez la réécouter sur euradionantes.eu.